Bon, eh bien, écoutez, je pense que nous allons essayer de tenir le timing et de commencer à peu près à l'heure ce troisième webinaire. Donc, nous sommes sur le troisième volet autour du harcèlement et des réseaux sociaux. Et ce soir, nous allons donc parler plus spécifiquement du cyberharcèlement. Nous sommes toujours tous les deux présents, donc j'ai la chance d'animer ce soir à nouveau avec Arnaud, et c'est d'ailleurs Arnaud qui va ce soir porter les couleurs de ce webinaire, puisque c'est lui qui va beaucoup nous présenter ce soir les éléments techniques de cette prévention. Donc Arnaud, il est ingénieur, papa de deux enfants, et c'est le cofondateur de MyTouya, celui qui en a eu l'idée, et il est monsieur numérique de notre équipe, et voilà, et il nous apportera ce soir les différents éléments. Merci Nadège. Bonsoir à tous. Je vous représente Nadège, psychologue spécialiste des relations parents-enfants et adolescents depuis plus de 15 ans, cofondatrice d'APECOM et de MyTuga. Alors Nadège, elle est aussi auteure. Elle a publié chez Bayard, entre autres publications, un livre sur le harcèlement au milieu scolaire qui s'intitule Le petit livre pour dire stop au harcèlement à l'école. Livre qui a d'ailleurs été sélectionné, je le rappelle, par le jury des jeunes lecteurs, concours qui est organisé par les Relais Hachette. Alors, le mois de novembre, effectivement, il y a eu une actualité particulièrement dense sur le sujet du harcèlement, et pour cause. On a eu 2 journées consacrées à la lutte contre celui-ci, mais il y a eu aussi l'actualité, alors des fois dramatique, qui nous a rappelé à quel point ce fléau était toujours bien présent, et surtout, plus que jamais, intimement lié aux réseaux sociaux. Alors, on a vu avec Nadège lors des 2 premiers webinaires consacrés au harcèlement comment fonctionnait la mécanique du harcèlement scolaire, comment on pouvait l'identifier et enfin comment on pouvait faire face à ce harcèlement qui est complexe et qui est surtout un phénomène global. Nous avons vu également que ce harcèlement scolaire se prolonge maintenant presque systématiquement dans la sphère numérique et que les réseaux sociaux sont devenus des outils qui amplifient ce harcèlement de manière considérable. Et donc, ce soir, nous allons parler spécifiquement de la composante réseaux sociaux dans le harcèlement. L'objectif, c'est de mieux comprendre le rôle qu'ils jouent dans cette amplification, mais nous allons voir aussi comment ils peuvent devenir nos alliés pour enrayer le harcèlement scolaire à la racine. Alors, dans cette présentation, je vais d'abord vous faire un petit rappel sur les réseaux sociaux et en quoi ils sont effectivement et intrinsèquement problématiques en ce qui concerne le harcèlement. Ensuite, je vais vous parler des actions que l'on peut faire et des leviers que l'on peut actionner pour essayer d'atténuer un harcèlement et y faire face. Et enfin, le plus important, comment accompagner son ado dans ses usages des réseaux sociaux, parce que finalement, c'est lui ou elle qui va devoir y faire face et agir en premier, et ce, quel que soit son rôle dans le harcèlement. Pour rappel, notre ado peut être à la fois auteur, cible ou témoin. Alors, autre point, on va surtout parler exclusivement du cyberharcèlement d'origine scolaire, qui est le plus compliqué à gérer, mais les actions de protection ou de prévention que nous allons voir sont les mêmes que pour un harcèlement 100% numérique dont on avait donné la définition lors du premier webinaire. Alors, petit rappel sur ce qu'est un réseau social, définition côté entreprise et non utilisateur. Alors, je vous renvoie à notre webinaire « Faut-il interdire les réseaux sociaux à nos ados ?» On avait vu que les réseaux sociaux faisaient partie de ce qu'on appelle maintenant l'économie de l'attention, et que l'objectif derrière un réseau social, c'est de capter un maximum de temps de cerveau humain disponible pour pouvoir ensuite passer des annonces ciblées aux utilisateurs, entre autres. Et les techniques qui sont utilisées pour capter notre attention, qui utilisent nos peurs, nos complexes, nos failles narcissiques, notre penchant pour la gratification sociale, sont extrêmement puissantes, et nous avions vu que nos ados, physiologiquement, psychologiquement, ne sont pas encore armés contre ça, puisqu'ils ont du mal avec la régulation, ils ont besoin de la gratification immédiate, sans forcément penser aux conséquences à long terme, et ils ont naturellement des difficultés à évaluer correctement justement les conséquences d'une situation potentiellement dangereuse. Et c'est en partie à cause de cela, et aussi de l'utilisation des données personnelles, que le législateur a interdit officiellement les réseaux sociaux avant 13 ans et avec accord des parents qui doivent juger de la maturité de leur enfant avant 15 ans. Alors, ce n'est peut-être pas pour rien que le législateur en France, mais aussi dans beaucoup d'autres pays, a mis en place ce cadre, parce que savoir utiliser les réseaux sociaux de manière mesurée, ça s'apprend. Alors, l'effet aggravant des réseaux sociaux dans le cadre du harcèlement, c'est que dans les réseaux sociaux,
c'est le règne de l'émotion immédiate. Sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de possibilité d'échange avec un langage construit, des arguments ou de la nuance. On est dans l'émotion pure et le plus souvent instantanée. Et d'ailleurs, l'usage de l'emoji ou l'émoticône est très représentatif des échanges et des rapports entre les personnes sur les réseaux sociaux. Et évidemment, on n'argumente pas avec des emojis, on ne débat pas avec des emojis, qui de plus représentent une émotion qui est figée, qui est gravée dans un post ou dans un commentaire. Et on verra l'effet pervers que cela peut avoir par la suite dans le cadre d'un harcèlement. On peut d'ailleurs s'inquiéter pour la génération de nos ados de manière plus générale de la construction, ou plutôt de la non-construction de l'esprit critique sur ces réseaux sociaux et de la nuance. Avec les réseaux sociaux, on est dans un univers qui est en train d'imposer à nos ados la nécessité de montrer une image parfaite, figée, avec l'aide même éventuellement de filtres pour l'aspect physique, mais c'est valable aussi pour cette vie qui doit paraître parfaite, que l'on doit afficher et qui est valorisée par le groupe avec des normes de perfection finalement impossibles à atteindre. Nous en avions parlé lors de notre webinaire consacré aux réseaux sociaux et de cette fuite des documents internes à Facebook par la lanceuse d'alerte française Haugen, et qui montrait que 40% des adolescents, dont une majorité d'adolescentes, ressentaient un malaise par rapport à leur physique, et que ce malaise date, selon eux, de leur inscription sur Instagram. Et cette mauvaise image, cette mauvaise perception de soi, en décalage évidemment avec la vie affichée, génère beaucoup d'anxiété pour nos ados. Et ce besoin de paraître et d'alimenter cette illusion de ce qui apparaît sur les réseaux sociaux et qui se confond avec la personne elle-même dans le rapport social, c'est aussi un des facteurs aggravants du harcèlement, qu'il soit d'origine scolaire ou purement numérique. Alors, un autre effet aggravant, on a vu avec Nadège que le harcèlement scolaire n'est pas le fait, dans la plupart des cas, de mauvais garçons, de mauvaises filles qui agressent par nature de gentilles victimes. Ça, c'est le cas, par exemple, du racket. Mais que le harcèlement scolaire est bien un phénomène systémique, global, où la norme sociale, le conformisme social, joue un rôle majeur. Et je vous renvoie à la méthode PICAS qu'avait évoquée Nadège lors du dernier webinaire, qui a inspiré entre autres, en Finlande, la méthode Kiva, et en France, la méthode dite de préoccupation partagée, qui a démontré toute son efficacité et qui s'appuie justement, entre autres, sur ce phénomène de conformisme social. Or, ces méthodes efficaces sur le terrain, qui sont encore à déployer, notamment en France, sont déjà pris un peu de côté par le numérique. Parce que sur les réseaux sociaux, cette norme sociale est finalement encore à construire. Alors déjà chez les adultes, alors on imagine chez les ados. Et le développement de cette norme sociale est d'autant plus difficile à instaurer que le numérique met naturellement une barrière à l'empathie du fait d'être derrière un écran au lieu d'être en face de l'autre. Et parce que tout simplement, on ne voit de l'autre que ce qui est affiché et figé sur l'écran, ce qui altère énormément tous les signes nécessaires normalement à la communication entre personnes, et notamment à la métacommunication. Alors maintenant qu'on a vu en quoi les réseaux sociaux étaient problématiques dans le phénomène du harcèlement, on va voir malgré tout comment on peut gérer en tant qu'utilisateur un harcèlement sur les réseaux sociaux et les possibilités d'action et de signalement avant de voir comment l'appliquer dans l'accompagnement de son ado. Alors, je voudrais faire un petit rappel quand même. Dans le cas du harcèlement scolaire, agir sur les réseaux sociaux, c'est d'abord voir comment limiter son amplification, sachant que les causes ne sont pas, dans la grande majorité des cas, dans le numérique. Ce qui fait que fermer un compte de réseau social, par exemple, ne réglera rien en soi. Au contraire, cela pourrait valider encore plus l'exclusion de la cible vis-à-vis du groupe. Par contre, on va voir que même si la cause n'est pas d'origine numérique, paradoxalement, le numérique peut permettre d'avoir des capacités d'action supplémentaires contre ce phénomène du harcèlement scolaire. Alors, que faire en cas de harcèlement dans les réseaux sociaux pour éviter l'amplification? Alors déjà, dans le numérique, plus qu'ailleurs, si l'attitude à avoir n'est pas de sous-réagir, elle est encore moins de surréagir. Sinon, on risque d'accélérer le processus d'amplification. Et la première chose, c'est de ne pas se venger. Paradoxalement, c'est très facile et très tentant de le faire sur les réseaux sociaux pour sauvegarder son image qui a été attaquée immédiatement. Et surtout, c'est d'autant plus facile quand on n'a pas la personne en face de soi. Or, la règle à tenir, c'est qu'il ne faut surtout pas répondre sous le coup de l'émotion, car en général, elle va être mauvaise conseillère. Et comme on l'a vu sur les réseaux sociaux, l'émotion restera figée. À l'inverse d'une émotion qui s'exprime dans la vie réelle, qui peut exploser mais qui retombe tout de suite après, et surtout devant les mêmes personnes. Là, c'est un des effets pervers des réseaux sociaux sur l'expression des émotions. Celles-ci vont se figer dans le temps et pour tout le monde. Et elles vont
elles vont perdre leur contexte et à la fin se confondre avec qui vous êtes. Alors, de plus, en surréagissant à une situation, cela montre tout de suite au groupe sa faille, là où ça fait mal, et à moins d'avoir une répartie ravageuse, ça risque même d'être plutôt maladroit et de se retourner contre la cible. Donc le conseil, restez calme, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Alors que peut-on faire? Au début, jusqu'à un certain stade, alors une action qu'on oublie souvent, on peut répondre en message privé à l'auteur de la remarque blessante, comme on pourrait le faire en vrai, mais en mieux. C'est un désavantage des réseaux sociaux. On peut mûrir sa réponse ou se faire aider. Signifier fermement, habilement à celui ou celle qui commence à manquer de respect que son attitude n'est pas correcte. La personne est maintenant prévenue et surtout, on évite la dilution de responsabilité qu'il y a dans le groupe que les auteurs de harcèlement, justement, utilisent pour se dédouaner. Là, on met l'auteur face à sa propre responsabilité. Alors évidemment, ça peut ne pas suffire, mais en début de processus de harcèlement potentiel, ça peut enrayer la mécanique et ça peut être un moyen de régulation au tout début. Ensuite, on peut utiliser une fonctionnalité qui existe et qui est peu connue, que l'on retrouve sur Instagram, Facebook ou TikTok, c'est le filtrage. Sur ses propres posts, on peut filtrer les commentaires qui y sont faits. On peut activer un filtre qui masque les commentaires qui comportent des insultes génériques ou une insulte spécifique, un sobriquet par exemple. On peut filtrer pour que les commentaires qui contiennent ces noms, ces mots-clés n'apparaissent pas. Alors, c'est à faire avec intelligence, car ça peut se retourner contre la cible. Montrer que l'on n'a pas envie que quelqu'un utilise tel sobriquet ou tel surnom, c'est montrer de fait aux autres que ça nous touche. À voir, mais c'est bien de savoir que ça existe, notamment pour des insultes récurrentes. Au bout d'un moment, ça peut décourager les harceleurs. On peut aussi, on le verra après dans le cas d'Instagram, restreindre tout un compte, ce qui permet, sans que le propriétaire du compte en question le sache, de valider les commentaires avant publication. Donc, on verra ça après. Troisième étape, la possibilité suivante, on peut exclure le compte de l'auteur de son groupe d'amis ou le bloquer, selon la plateforme utilisée. Ça dépend du réseau social et dans la plupart des réseaux sociaux, on peut aussi décider qui peut voir ou commenter ses posts. On a le choix d'avoir différents niveaux de visibilité et notamment la notion de compte privé ou public, ou encore la possibilité d'autoriser ou pas d'être mentionné par tout le monde, ses amis ou personnes. Notamment, on retrouve ça sur TikTok. Là encore, ça peut être un levier dans la possibilité de limiter l'amplification du harcèlement scolaire, mais après, ça n'aura qu'une influence limitée, surtout si on a tout un groupe contre soi, et ça n'empêchera pas les auteurs à continuer à poster sur vous en public. Maintenant, ça peut aider à officialiser aussi une position ferme vis-à-vis des auteurs de harcèlement. Étape suivante, on crante un peu plus. Tous les réseaux sociaux permettent maintenant de signaler des commentaires, des posts, voire même des comptes. Les signalements pour toutes les plateformes sont anonymes. Ça, c'est important, dans le sens où l'auteur ne sait pas qui est à l'origine de la demande s'il voit un de ses posts ou commentaires supprimés. Ça peut être efficace, ça n'arrêtera peut-être pas le harcèlement scolaire, mais ça peut freiner encore une fois l'effet d'amplification. Alors, pour la procédure, c'est très simple. Toutes les plateformes proposent cette fonction de signalement qui est simple d'accès et on peut choisir le motif du signalement. Ça peut être aussi intéressant pour les comptes, par exemple, un compte qui a été créé spécialement pour harceler. Je pense au compte Ficha, par exemple, ou pour usurper une identité, par exemple, avec un compte avec le sobriquet en question que l'on n'a pas envie de voir. Alors, attention, même avec un signalement, la plateforme peut estimer que le post ou la photo n'enfreint pas les règles du réseau social en question. Et dans le cas du harcèlement scolaire, on est souvent dans ce cas-là. Vous savez, la torture de la petite goutte d'eau dont Nadège nous parlait la dernière fois, signaler une goutte d'eau, c'est signaler un post qui risque d'apparaître complètement anodin pour la plateforme. Alors, d'où l'étape suivante, qui peut s'avérer beaucoup plus efficace en cas de harcèlement scolaire. Et pour accélérer le processus de signalement, vous avez une plateforme qui propose soit un chat ou un numéro vert, qui est le 3018 pour le harcèlement numérique ou le 3020 pour le harcèlement scolaire, mais les deux numéros fonctionnent dans notre cas et c'est valable pour les parents ou pour les ados. C'est l'association e-enfance qui opère ce numéro et qui propose une aide à la fois psychologique pour l'ado ou les parents, mais aussi une aide technique qui va pouvoir nous aider dans les démarches de signalement. En gros, les démarches de signalement peuvent être faites via cette association qui gère ce numéro et elles seront beaucoup plus rapides puisque les signalements ont déjà été filtrés et qualifiés par l'association et les plateformes de réseaux sociaux ont obligation de réagir très vite quand le signalement vient de cette association. Donc voilà, apparemment, c'est très efficace pour pouvoir faire réagir les plateformes, supprimer une photo compromettante, bloquer des comptes, etc.
Alors, évidemment, on voit bien que ce sont des moyens d'action complémentaires qui ne suffiront peut-être pas, hein. La photo supprimée ne sera jamais supprimée sur le téléphone d'un harceleur, le compte bloqué pourrait être créé à côté, mais voilà, ce sont toujours des leviers intéressants pour atténuer, encore une fois, l'amplification et favoriser la résolution du harcèlement. Information importante à ce stade, dès que vous pensez être victime d'un harcèlement, il faut garder les preuves, faire des copies d'écran. Le numérique est un outil puissant, car l'inverse justement du harcèlement hors ligne qui est toujours difficile à prouver, là on a les preuves. Même si c'est jamais simple de demander à une victime de faire une copie des posts qu'elle n'a pas envie de voir et de revoir ou qu'elle veut oublier, c'est un aspect du numérique qui serait dommage de ne pas utiliser. C'est surtout intéressant pour le harcèlement scolaire. On en revient à la torture de la goutte d'eau. Si vous dénoncez sur le coup, on va dire dans la vie réelle, une goutte d'eau, en général, ça n'a aucun impact et ça arrive même à décrédibiliser la cible. Si en revanche, vous êtes capable de montrer toutes les gouttes d'eau qui se sont accumulées, ce n'est plus la même histoire. Et le numérique est capable de quantifier la répétition, des petites piques qui, prises séparément, ne reflètent pas la réalité du harcèlement. Alors, pour savoir comment on fait une copie d'écran, il faut voir sur votre OS, votre système d'exploitation et votre modèle de téléphone. Ça peut changer selon les modèles. Il faut savoir comment faire. Maintenant, je pense que votre ado, de toute façon, lui, le saura. Alors, enfin, dernier point, c'est le point extrême. C'est plutôt pour les harcèlements 100% numériques, très violents, visiblement illicites. Vous avez la plateforme Pharos, qui est opérée par le ministère de l'Intérieur. Cette plateforme est faite pour signaler tous les agissements illicites dans le numérique. Alors, le harcèlement, bien sûr, mais aussi la vente de drogue, les sites illégaux, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. C'est l'action ultime quand vraiment tous les leviers ont échoué, mais on en arrive rarement là, dans le cadre du harcèlement scolaire, où on a maintenant quand même des structures qui sont bien au fait des actions à mener. Encore faut-il qu'on les actionne et qu'on les mette au courant. Voilà, alors je vous ai présenté les possibilités, les leviers pour réagir dans le numérique. On va voir maintenant comment accompagner son ado, car en réalité, c'est lui ou elle qui va devoir y faire face en premier. Et parce que tout simplement, vous ne verrez pas ce qui se passe sur ces réseaux sociaux, comme vous ne voyez pas ce qui se passe dans la cour d'école. Et c'est à lui ou elle de comprendre et de réagir au plus vite et au mieux pour prévenir ou enrayer un début de harcèlement. Et à vous d'essayer de garder un climat de confiance pour qu'il ou elle soit enclin à en parler le plus rapidement possible si ça s'avère nécessaire et que ce soit en tant que cible, témoin ou même auteur. Comme on a vu dans le webinaire précédent, le harcèlement concerne tous les élèves. L'enjeu, c'est que l'ado apprenne à se réguler socialement sur les réseaux sociaux, comme il le fait ou essaye de le faire dans la cour d'école. Cela vaut pour les auteurs, qui ne savent pas toujours qu'ils sont harceleurs et qui n'ont pas conscience de l'impact de leurs actions. Cela vaut évidemment pour les témoins, dont le rôle s'est accru avec le numérique, on verra ça après. Et c'est également valable pour les cibles potentielles, qui peuvent être n'importe lequel de nos ados, à qui on doit apprendre les codes et les bonnes pratiques sur les réseaux sociaux pour éviter justement des situations qui leur échappent. En plus des leviers que nous venons de voir pour gérer un harcèlement sur les réseaux sociaux, qu'il est bien que votre ado connaisse, voilà des conseils, des messages à faire passer en fonction des différents rôles que nos ados vont pouvoir prendre dans la mécanique du harcèlement, sachant qu'ils peuvent très bien jouer les trois. Alors, première règle qui concerne plutôt le rôle de cible potentielle et qui permet d'éviter un harcèlement ou d'amplifier son processus. Sur les réseaux sociaux, on évite de se dévoiler. On ne s'expose pas inutilement, même si ce qu'on appelle l'ego trip est tentant et est même incité par la nature même des réseaux sociaux. Comme dans la vraie vie, on ne se dévoile qu'aux personnes de confiance, et donc sur les réseaux sociaux, il vaut mieux éviter. Exposer une faiblesse aux yeux de tous, ça peut être ravageur, pas que les ados soient particulièrement méchants ou cruels, mais effectivement, la faiblesse visible d'un autre ado les renvoie souvent à leur propre peur. Tous les ados ont des choses et des complexes à cacher, et voir un ado qui n'y arrive pas, ça peut leur envoyer une peur qu'ils vont avoir envie de rejeter en rejetant l'ado en question. Alors, on a vu, la régulation sur les réseaux sociaux est plus difficile, et donc une des règles que l'on peut donner à son ado, qui est facile à retenir et très visuelle, c'est de se poser la question: est-ce que tu as envie de voir ton post ou la photo que tu envoies sur le mur de l'école ou dans la rue? Donc, si c'est non, ne poste pas, car sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on poste peut potentiellement terminer dans l'espace public. Donc voilà une règle simple, facile à retenir et qu'il est bien que votre ado ait en tête.
Voilà. Et désolé pour le cliché utilisé dans ce slide. J'avais que celui-là. Alors, également, et là pour prévenir le rôle d'auteur de harcèlement que votre ado pourrait avoir intentionnellement ou non, alors sans être moralisateur, mais en étant factuel, c'est de lui rappeler qu'Internet n'oublie jamais. Et une remarque blessante peut très bien se retourner contre son auteur à un moment donné. Toujours penser à est-ce que cette remarque ou ce post est blessant gratuitement? On a vu le regard de l'autre, du public est important dans la mécanique du harcèlement et les rires du public, on l'a vu dans la vidéo que Nadège nous a montré la dernière fois, peuvent changer de camp très rapidement. Et tout ce qui a été posté de blessant et d'humiliant sera peut-être utilisé contre son auteur. Donc ça doit amener à réfléchir à 2 fois avant de participer à un harcèlement. Et la question à se poser avant un post est: es-tu vraiment sûr de toi? Est-ce que tu as envie de revoir ce commentaire ou ce post dans un jour, dans une semaine, dans un mois, un an, même dans 10 ans, même si 10 ans pour un ado, c'est une éternité. Mais le fait d'avoir conscience de cette, on va dire, de cette épée de Damoclès, de ces nuages au-dessus de la tête qui peuvent se transformer en orage en déversant tout ce qui a été posté ou commenté, ça doit faire réfléchir. Enfin, je vais terminer par le conseil le plus important, c'est celui qui doit inciter à adopter une attitude responsable en tant que témoin. Le témoin, c'est paradoxalement le point le plus important dans la prévention et l'accompagnement, et c'est d'autant plus important que votre ado a presque 100% de chances d'y être confronté. On a vu la semaine dernière que dans le cas d'un harcèlement scolaire, il suffisait que les témoins réagissent vite et le harcèlement s'arrête. Du fait du conformisme social qui est très important dans ce phénomène, Nadège nous le disait, dans 60% des cas où les témoins interviennent tout de suite, le harcèlement stoppe dans les 10 secondes. Or, sur les réseaux sociaux, le rôle du témoin dans le triptyque du harcèlement, un cible auteur témoin, c'est accru. On l'a vu dans le premier webinaire, les réseaux sociaux amplifient l'impact et la responsabilité des témoins. Un like ou même une non-réaction a un impact terrible et met le témoin de fait dans une situation où il est actif. Et Nadège parlait justement maintenant de spectateur. Et si les témoins ont un impact plus important de manière négative dans les réseaux sociaux, ils ont aussi plus de levier pour avoir un impact positif. Alors comment? Là où il est difficile pour un témoin d'agir physiquement, en prenant le risque d'avoir le groupe contre soi, grâce aux réseaux sociaux, un témoin peut signaler anonymement un cas de harcèlement et surtout, il peut envoyer un message privé à la cible pour la soutenir, afin qu'elle ne se sente pas seule. Cela permet de ne pas exiger de nos ados d'être des super-héros, ce qu'ils ne sont pas, mais de pouvoir agir en conscience sans la pression du groupe. Voilà, c'est une nouvelle norme sociale à instaurer, celle qui consiste à ce qu'un témoin de harcèlement sente qu'il est complice s'il ne fait rien, que l'intervention devienne la norme et non plus l'inaction. Et les réseaux sociaux peuvent agir progressivement dans ce sens, alors, du moins dans le numérique, ce qui pourrait ensuite provoquer des changements de normes dans la cour d'école. Alors pour finir, je vais vous présenter rapidement, mais très concrètement, les possibilités d'agir que les différents plateformes de réseaux sociaux nous donnent aujourd'hui. Je vais évoquer uniquement les principaux réseaux sociaux utilisés par nos ados. Premier point, donc la première ligne, juste pour info, vous avez sur certains réseaux sociaux la possibilité de gérer vous-même certains paramètres de sécurité, notamment par exemple pour imposer un compte privé au début ou limiter le temps d'utilisation. C'est le cas de TikTok notamment et plus récemment de YouTube si vous avez un compte Google. Une remarque pour encadrer le temps d'utilisation des réseaux sociaux, parce que ça fait partie aussi des actions pour encadrer leurs usages. Je vous renvoie sur nos webinaires consacrés aux réseaux sociaux, mais aussi à celui sur le cadre et qui montre comment vous pouvez réguler le temps passé et surtout décider des créneaux horaires, le soir et la nuit étant apparemment plus propices au harcèlement en ligne. Alors le niveau suivant, la ligne suivante, c'est la possibilité de paramétrer la visibilité. C'est important car c'est là que votre ado va pouvoir gérer le cercle de ceux qu'il voit ou qui le voient. Sur tous les réseaux sociaux, on peut décider de n'être vu que par ses amis. C'est ce qu'on appelle avoir un compte privé. Par défaut, depuis cette année, Instagram propose le compte privé aux enfants de moins de 16 ans et incite les ados à garder cette fonctionnalité active. On peut aussi bloquer des comptes indésirables, et ça sur tous les réseaux sociaux. Sur TikTok et Instagram, on peut définir aussi qui peut commenter les posts ou les vidéos. Alors, tout le monde, uniquement les amis ou personne. Dans le même ordre d'idée, on peut aussi décider qui peut mentionner son compte. Au niveau suivant, après, on va pouvoir, sur certains réseaux sociaux, mettre des filtres pour les commentaires. On en a parlé avant. C'est surtout pour Instagram et TikTok principalement. Comme je disais, votre ado doit mettre
le filtre pour les commentaires comportant des insultes. Et ensuite, il peut décider lui-même de mettre des mots-clés personnalisés. Et sur Instagram, on peut même paramétrer, je vous le disais tout à l'heure, des comptes restreints qui ne pourront pas faire de commentaires sans la validation de votre ado. Et surtout, ce qui montre que cette fonctionnalité a été pensée contre le harcèlement, l'auteur des commentaires indésirables ne sait pas que son commentaire est bloqué. Il le voit apparaître normalement, et ce, quelle que soit la décision de votre ado. Enfin, sur tous les réseaux sociaux, on peut faire des signalements de manière anonyme. J'en avais parlé. Ça, c'est important, que ce soit pour des commentaires, des posts ou même des comptes. Voilà. Donc, finalement, on a beaucoup de fonctionnalités qui sont apparues grâce aux problèmes d'intimidation et de harcèlement qui pourrissaient un peu l'usage des réseaux sociaux. Mais encore une fois, ce ne sont que des outils qui peuvent aider, mais ce ne seront pas forcément des outils qui arrêteront à eux tout seuls les causes du harcèlement scolaire. Et ce qu'on peut retenir, c'est que le harcèlement est finalement une question de prévention et que la prévention, l'éducation, l'apprentissage sont des investissements dont on ne peut pas s'affranchir. Et c'est ce que Nadège va nous expliquer maintenant. Tout à fait. Alors, je reprends juste ce que tu n'as pas pu le lire, mais une information donnée par Eddy qui indique qu'on peut aujourd'hui contrôler, désactiver les commentaires sur TikTok et YouTube. Aussi sur YouTube, on a cette possibilité. Et c'est d'ailleurs quelque chose de très important. C'est vraiment une info à donner à nos ados, en plus du compte privé, le fait vraiment d'enlever les commentaires. Ça, alors c'est quelque chose qui est très utile en prévention du harcèlement, mais c'est quelque chose qui est très utile aussi en prévention de cette image de soi et de ce côté très narcissique et de cette course aux commentaires et aux likes qui fait que l'ado vient vérifier à chaque fois combien il a de commentaires, et que ce soit des commentaires négatifs ou même positifs, il y a quand même cette dépendance-là, et c'est quand même un conseil à donner quoi qu'il en soit. D'éviter qu'il y ait des commentaires, sachant que les amis peuvent envoyer un commentaire, un message privé. Ça ne leur empêche pas d'envoyer quelque chose, mais il vaut mieux que ce soit en messagerie qu'en commentaire sous le post. Alors effectivement, je finis, c'est moi qui vais terminer cette série de 3 webinaires parce que je voulais partager avec vous cette pyramide de la prévention, qui est une pyramide qui est valable pour tous les niveaux, mais ce que nous vous avons exposé pendant ces trois webinaires, eh bien, ce sont en réalité des orientations problèmes. Le problème du harcèlement est déjà présent. On est sur du curatif, on est sur du spécifique. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de cyberharcèlement, qu'on parle à ce moment-là de réseaux sociaux, etc. Mais l'idéal, et aujourd'hui beaucoup de nos actions, malheureusement, restent des actions orientées problèmes. C'est tout ce qu'on va faire, les journées autour du harcèlement, les campagnes autour du harcèlement. Et c'est très bien, il en faut, mais on oublie qu'on est sur le haut de la pyramide et qu'en réalité, eh bien, il va falloir travailler sur le bas de la pyramide. C'est ce qu'ont réussi à faire les pays nordiques. On vous en parlait la dernière fois en vous disant qu'ils ont été les premiers dans les années 70 à se confronter à ce problème, et qu'aujourd'hui, ce problème a vraiment quasiment disparu. En tout cas, il est régulé aujourd'hui dans ces pays. Et pourquoi il est régulé? Eh bien, c'est parce qu'ils ont fait un changement de paradigme réellement, et notamment à l'école, où ils ont considéré que le rôle de l'école, c'était pas le savoir, c'était pas l'apprentissage, c'était le bien-être des élèves, et qu'il fallait travailler sur cette notion de bien-être, et que quand on est sur cette notion de bien-être, on est sur une vraie prévention, alors que voilà, on a encore un peu trop l'habitude d'être un peu des pompiers et d'arriver, et malheureusement on le voit bien, d'arriver parfois un peu trop tard. Alors ces 2 niveaux de prévention, alors je ne vais pas vous parler du contexte social parce que là on s'éloigne un peu de nos capacités et de notre pouvoir, mais le niveau 1 et 2, eh bien vous allez voir, nous avons des moyens d'action sur ce niveau 1 et 2. Alors d'abord le niveau 2, ce niveau de prévention générale. Donc là, la prévention générale, eh bien, c'est
c'est tout ce qui va développer les habiletés sociales et émotionnelles de nos enfants et de nos adolescents. On comprend bien que ce n'est pas que sur les réseaux, on comprend bien que ça va leur servir pour leur vie en général, mais c'est là où former nos enfants à l'écoute active, à la gestion du stress, à la connaissance des émotions, la capacité d'avoir des méthodes collaboratives, de travailler autour de la santé, du bien-être, d'avoir des vrais espaces aussi de vie qui sont aménagés, des espaces d'échange et pas de contrôle. Tout ça fait partie de la prévention générale. Il y a des choses qui commencent à être faites dans ce sens, on le sait. Il y a des écoles qui commencent à travailler autour des émotions, il y a des formations, il y a la méthode des 3 figures de Monsieur Serge Tisseron qui est vraiment très intéressante, que l'on peut mettre en place dès l'école maternelle, dès l'école primaire, qui vient travailler autour de cette notion d'empathie. Mais voilà, malheureusement, souvent, on arrive au collège et on arrête ce genre d'action alors que ce serait vraiment le moment. Alors, au collège, il y a l'utilisation des messages clairs, par exemple, mais qui se met qu'on connaît beaucoup en école primaire, moins peut-être après. Donc ça, c'est tout ce qui peut être fait. Et là, on est vraiment sur de la prévention. On n'est pas que sur du curatif. Et aujourd'hui, il y a des pistes, il y a des moyens d'agir. Donc ça, c'est de la prévention générale. Et puis, il y a aussi ce niveau 1 qui est le niveau de prévention spécifique. Et cette prévention spécifique, elle est basée autour de la communication en général, les infrastructures. On voit quand même, là je reviens dans le cas du harcèlement scolaire, mais qu'il y a certaines organisations spatiales qui favorisent quand même les actes de harcèlement ou en tout cas de raquettes. Et puis le fait de travailler sur des pédagogies qui vont être différentes, qui vont faire que l'école sera un lieu de vie agréable. On en est peut-être un peu loin aujourd'hui pour nos élèves, pour nos enfants, mais ça fait partie des axes vers lequel on peut aller, et ça reste un élément qui est important, alors qui prendra plus de temps évidemment, qui demandera, comme je l'ai dit, des changements de paradigme, mais il y a des solutions, elles existent et on a des modèles. Et comme tu le disais sur la méthode Picasse, nous avons des modèles qui ont déjà montré qu'elles fonctionnaient. Donc, c'est une question de temps et de moyens aujourd'hui, mais il y a aujourd'hui des axes qui sont possibles. Voilà, je te laisse conclure, Arnaud. Alors, je vais conclure quand même. Pour conclure, avant de passer aux questions, je voudrais vous parler quand même de notre projet et de ce qui nous a réunis, Nadège et moi, du projet MyTuga, et comment notre projet, notre vision s'inscrivent justement dans ce phénomène du harcèlement, qui est un des sujets de l'éducation aux usages numériques. Alors, on a 2 images que nous aimons bien pour bien utiliser. Enfin, on aime bien utiliser ces images pour illustrer notre positionnement et notre vision. Il s'agit de la conduite accompagnée dans les usages numériques, et dont l'objectif est d'accompagner vers l'autonomie. C'est une image qui est assez parlante. Mais nous avons aussi une autre image qui illustre bien notre vision du numérique, c'est la notion d'aïkido numérique. Le numérique est un outil très puissant qui malheureusement apporte beaucoup de dérives. Et si vous souhaitez le combattre frontalement, l'interdire, le bloquer, empêcher son utilisation, vous risquez de vous épuiser et à la fin de ne plus rien contrôler. Or, le numérique est un outil bénéfique pourvu qu'on sache s'en servir et utiliser sa force. Et l'idée de MyTuga, c'est d'utiliser la force du numérique pour améliorer nos moyens d'action, d'éducation, de prévention et de protection. Donc, voilà pourquoi on a développé 2 applications, 2 outils de prévention et d'accompagnement, une application pour les ados et une application pour les parents. Donc voilà, une application ado qui propose un parcours d'apprentissage spécifique avec toute la pédagogie de MyTuga, c'est-à-dire sans moralisation ni infantilisation. C'est un parcours qui utilise leur code de communication et qu'on a gamifié. Et dans ce parcours, on va traiter de sujets comme la sécurisation de la vie privée, savoir s'autoréguler, gérer ses réseaux sociaux, comment s'informer correctement et évidemment, comment faire face au cyberharcèlement et avoir les bonnes attitudes pour le gérer. Et dans le cadre spécifiquement du harcèlement scolaire, alors, nous avons vu que chaque cas de harcèlement est singulier, qu'il n'y a pas de solution toute faite. Ça dépend de beaucoup de choses, de l'environnement, du profil des acteurs, de la durée, depuis quand le harcèlement s'est installé. Alors, chaque cas est singulier, mais par contre, il y a 2 invariants.
on avait vu avec Nadège, plus vite la mécanique qui se met en place est cassée, plus ce sera facile, et inversement, plus on attend, plus la mécanique du harcèlement sera difficile à enrayer. Deuxième invariant, si le harcèlement arrive à être géré entre pairs, PIRS, alors la solution sera beaucoup plus pérenne dans le temps. On a vu effectivement que l'intervention des adultes, si elle est absolument nécessaire à un certain stade, au début, elle est plus souvent maladroite et elle va le plus souvent renforcer le groupe contre les adultes moralisateurs et contre la victime qui sera encore plus isolée. Et cela encore plus vrai, enfin c'est encore plus vrai sur les réseaux sociaux où les adultes ont encore moins de crédibilité que dans la cour d'école. Donc c'est pour ça qu'avec l'association Caméléon, qui est spécialisée dans la prise en charge des ados, qui est présidée par Marion Haza, eh bien on a expérimenté ensemble depuis 1 an maintenant une fonctionnalité qui est incluse dans l'application dédiée aux ados. Alors, si les parents donnent leur accord, évidemment, et qui permet à l'ado de rentrer en contact en toute confidentialité avec un professionnel, un psychologue qui va pouvoir répondre à ces questions, le contact se faisant par chat. Alors, ça permet d'adresser très en amont les problèmes qui sont en train de s'installer. Un constat des psychologues, qui est le même finalement qu'une plateforme comme le 3018 qu'on a vu tout à l'heure, c'est que lorsque l'ado rentre dans le cabinet du psychologue, il est presque déjà trop tard. On est déjà dans le curatif pur, on l'a vu sur la pyramide. Et on a vu avec cette fonctionnalité qu'on enlevait beaucoup de friction pour l'ado parce qu'il ou elle peut parler de situations qui peuvent paraître bénignes alors qu'elles devaient être traitées et qui peuvent être traitées assez facilement dès le départ. On n'est pas obligé d'être en bout de chaîne pour s'apercevoir du problème. Et c'est vrai que pour le harcèlement, c'est particulièrement adapté. Voilà, je voulais vous présenter cette fonctionnalité qu'on a testée depuis plus d'1 an maintenant avec cette association. Et enfin, pour les parents, justement, comme nous devons assumer beaucoup de choses là en tant que parents, en même temps, à la fois le passage à l'adolescence et les problématiques liées au numérique qui vont de plus en plus vite, il était naturel que les parents puissent avoir eux aussi accès à leur application. Alors, c'est une application à destination des parents qui est à destination des parents, et c'était un peu le fruit des retours du terrain que nous avons eu. Et elle a pour but finalement de permettre aux parents de millennials que nous sommes d'avoir les outils pour ne plus être largués et pour pouvoir agir efficacement. Cette appli, elle sortira avant la fin d'année sur App Store ou sur Play Store. On y retrouvera toutes les ressources mises à jour, y compris les tutos pour bien configurer les paramètres familiaux. Il y aura un parcours qui sera proposé si vous souhaitez vous laisser guider sur des sujets autant pédagogiques que numériques et qui seront animés entre autres par Nadège, par moi, mais aussi par Sophie. Il y aura des actualités, un accès aux experts pour des questions personnalisées. Il y aura aussi la possibilité, évidemment, de suivre le parcours de son ado et sa progression.